François Rutu, c'est bien vu? Non. Je vais peut-être avec vous ce soir pour cette soirée co-organisée par le Crédit Agricole des Savoies, le Cluster Montagne et G2A Consulting. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour le lancement des nouvelles éditions du Cahier de Tendance Montagne et de l'Observatoire du tourisme, qui sont finalement deux outils au service de l'économie de la montagne durable. Il nous invite à comprendre notre territoire et à voir plus loin. Pour vous en parler, je vais proposer aux représentants du Crédit Agricole des Savoies, du Cluster Montagne et de G2A Consulting de nous rejoindre sur cette scène. C'est à vous. Allez-y, asseyez-vous. Bonsoir à tous. On va commencer avec vous, Stéphane Roger. Vous êtes DGA, directeur général adjoint du Crédit Agricole des Savoies. Et nous sommes au Crédit Agricole ce soir. Pourquoi êtes-vous partenaire au Crédit Agricole des Savoies de ces deux initiatives, le cahier de tendance et l'Observatoire du tourisme? Bien, déjà, bonsoir Justine et bonsoir à tous. Alors, c'est un plaisir immense pour le Crédit Agricole des Savoies de vous accueillir dans ces installations, dans ce bel amphi de la Motte. On a le même à Annecy, donc pour ceux qui nous venir l'an prochain, c'est certainement Annecy. C'est important pour nous parce que on est vraiment finalement un bon observateur du tourisme et de ce qui s'y passe, parce que on est un acteur important de l'écosystème, on a 40% de part de marché. Le tourisme, c'est un tiers de notre activité, c'est grosso modo, ça correspond au poids de l'activité sur le PIB des deux Savoies. Et donc, nous, en tant qu'observateurs, c'est important de regarder, de suivre les évolutions, les tendances, pour les comprendre, et puis anticiper également, et être en permanence des indicateurs qui sont actualisés, c'est important pour nous. Donc, on a trois focales, l'économie, dans notre observatoire, l'économique, l'humain et l'écologie, l'environnement. Et cette année, on va faire une focale sur l'humain. Et ça me semblait aussi important, grâce au Cluster Montagne, pour avoir cette focale. Et cette année, Stéphane, c'est une soirée pour le lancement de ces deux outils. C'est un petit peu différent des autres livres. Pourquoi cette particularité? Pourquoi? Parce que c'est la troisième édition de l'Observatoire, donc il faut se remettre en question. Il ne faut pas toujours faire la même chose, sinon on finit par lasser. Et si on veut une salle pleine, il faut se renouveler. C'est important aussi parce qu'on est en novembre. Et finalement, avoir un observatoire qui, l'année précédente, communiquait les données de la saison précédente, c'est peut-être un peu tard de communiquer en novembre les données de l'hiver précédent. On est plus focalisé sur les prévisions de l'hiver à venir. Et puis, on avait aussi envie de créer un débat, et je pense que le cahier des tendances, le Cluster Montagne, c'est le bon partenaire pour avoir un débat riche qui nourrit les réflexions de chacun, et que chacun reparte avec sa propre matière à penser. Je fais un clin d'œil à Dominique Favarlio, et c'est son expression favorite. Voilà. Merci Stéphane. On va zoomer tout de suite donc sur le cahier de tendance montagne. C'est ce très bel ouvrage, parce qu'il est très beau, et il sera aussi dans vos mains à la fin de cette soirée. Isabelle Boulot, vous êtes présidente du Cluster Montagne. C'est déjà la 7e édition pour ce cahier de tendance. Pourquoi réaliser ce document? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on m'a demandé de faire court, je vais répondre parce que. Ça va. Merci. Ça vous va comme... C'est parfait. Non, pourquoi le cahier des tendances? Parce que on s'attache à faire ce travail effectivement chaque année. Alors, de temps en temps, on le remet en cause parce que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui nous prend une année, justement, en tout cas, pas à moi, mais à l'équipe opérationnelle et aux intervenants. Et pour nous, c'est très important parce que c'est effectivement cette prise de hauteur, ce regard sur d'autres sujets, de confronter effectivement des chiffres, des tendances, ce qui peut se passer, de donner effectivement cette matière à penser. Et pour nous, elle est très très importante. Et puis parce que je pense que dans nos entreprises, dans nos métiers, dans le tourisme de manière générale, aujourd'hui, on est face à des enjeux dont on se pose des questions. Et on a aussi besoin d'avoir un peu cette vision transversale, parfois utopique, parfois contradictoire, ou parfois cette remise en question, on n'a pas forcément envie d'aller, mais finalement, en touchant un peu du doigt certains sujets, on arrive avec des outils, et on est très fiers effectivement d'être à la 7e édition. J'informe tout le monde qu'il y aura une 8e édition l'année prochaine, donc voilà, je l'ai dit, on s'accrochera à le faire
pour nous, c'est un magnifique outil et j'espère parce que actuellement on est tendu, je dirais, sur nos finances. J'espère qu'on arrivera à le traduire en anglais pour pouvoir le diffuser justement à l'international, parce que c'est un véritable enjeu et on est une filière d'excellence avec justement une promotion à l'international de nos savoir-faire français. Et c'est hyper important qu'on puisse porter aussi notre voix parce que nous sommes uniques sur ce sujet de la montagne. Et la France est vraiment une représentation forte pour nos voisins et l'ensemble du monde. Donc je tenais à le dire, et pour nous c'est important. Voilà. Merci pour ce témoignage, Isabelle. Pierre-François, donc, vous pilotez pour Cluster Montagne ce projet, ce cahier de tendance. On trouve 4 tendances, 4 grands thèmes. Quels sont-ils et pourquoi cela? Pourquoi? Là encore, parce qu'on a décidé, blague à part, c'est vrai qu'au bout de cette édition, on se demande bien quel sujet on va pouvoir aborder et surtout de quelle manière. Et il a su, enfin voilà, toutes les questions qu'on s'est posées tournaient un petit peu autour de ça. Malgré tout, ça fait plusieurs années qu'on voulait parler de l'eau en général. Donc ça y est, on a trouvé la bonne façon de pouvoir aborder ce sujet-là avec un regard assez large. Deuxième sujet qui fait un écho à un chapitre qui a été étudié l'an dernier pour les plus assidus d'entre vous, qui va parler plutôt des évolutions des tendances sur les financements publics, voilà, qui peuvent impacter nos activités. Troisième sujet, là on va un petit peu aider, en tout cas on va un petit peu rêver, on va un petit peu prendre du recul pour imaginer ce que pourrait être un office de tourisme demain. Donc là encore pas de vérité, attention, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais il n'empêche qu'on a quelques pistes intéressantes et là encore on a une très belle collaboration avec les étudiants de Grenoble École de Management qui vous ont réservé une petite surprise. Et dernier chapitre, plus globalement sur les pistes d'adaptation, comment ça se passe et surtout on a des témoignages très concrets cette année de territoires notamment qui ont pu mettre en place un certain nombre d'outils de réflexion pour justement prendre à corps ces sujets-là. Pour finir, je vais simplement remercier 3 partenaires très importants pour cette édition. Premier partenaire, c'est le média I Love Ski, donc Virginie Viau qui nous a particulièrement aidé cette année à concevoir le contenu de ce cahier. Et puis nos partenaires donc Focalize et Impresco sur la partie plutôt maquette et impression. Donc, comme l'a dit Justine tout à l'heure, vous aurez le plaisir de vous retrouver le cahier en vrai, direction buffet. C'est bien aussi précisé, donc à la fin, il y a un buffet. On va passer à l'Observatoire du tourisme avec vous, Denis Mouret. Vous êtes président de G2A Consulting. Le voici. C'est celui-là. Alors, première question, c'est la 3e édition. Pourquoi cet observatoire, il existe? Alors, d'abord, en introduction, j'ai la chance d'être très heureux de pouvoir participer à cette soirée parce qu'elle met un peu de sens à tous mes engagements. En tant que vice-président de Cluster Montagne, c'est vrai de faire le lien avec la prospective du cahier de tendance. Pour moi, c'est important. Et en tant que président de G2A et surtout partenaire du Crédit Agricole des Savoies, c'est vrai que on a la chance, mes équipes et moi-même, de pouvoir produire cette référence annuelle finalement, puisque c'est la 3e, qui a vocation à observer l'évolution de notre tourisme, de ses futurs désirables. Le but, il est toujours le même, c'est de maintenir, de compléter les piliers, notamment économiques et environnement. Mais cette année, il fallait absolument qu'on renforce le pilier humain. On avait beaucoup travaillé les 2 premiers exercices sur d'où viennent les touristes qui viennent chez nous, qui y sont, quel âge ont-ils. Mais finalement, on avait peu d'informations sur ce que pensent nos propriétaires résidents ou secondaires. Donc cette année, on a décidé d'agrémenter toute cette data un peu rude avec une grosse enquête, voilà, qui a donc vocation à répondre aux interrogations qu'on peut avoir sur ce type de population. C'est vrai que ce qu'on aime à dire souvent avec le Crédit Agricole des Savoies, c'est que l'Observatoire, dans son pilier humain, dans les éléments qu'il doit essayer d'appréhender, il y a l'acceptation du tourisme par les habitants, et l'intégration de la culture et des services du territoire par les touristes, et que ces 2 éléments doivent être étudiés ensemble. Donc c'est ce qu'on commence à faire. On l'a fait avec une enquête qui a été complexe à mener, avec un panel extrêmement complexe à réaliser, et une enquête d'un peu plus
1000 personnes, 750 résidents principaux, un tiers savoyard, 2 tiers au savoyard, hein, ce qui représente la quotité des habitants, 260 résidents secondaires, alors là plutôt 51% Savoie, 49% au Savoyard, 52% de femmes, 48% d'hommes, c'est l'INSEE qui nous le dit, donc on a respecté cette règle-là aussi. Et une moyenne d'âge pour les résidents habitants principaux, en tout cas de 48 ans, tandis que celle des résidents secondaires est plutôt de 63 ans, ce qui ne surprendra personne. Effectivement, avec des profils socio-professionnels qui sont très marqués il y a 56% de retraités pour les résidents secondaires et 22% de professions intellectuelles, alors qu'on a une répartition plus classique au niveau des habitants. Merci Denis. Lionel Ruffin, vous êtes directeur du pôle tourisme au Crédit Agricole des Savoies. Vous allez aussi nous parler de cet observatoire. On y retrouve 3 thèmes. Ils viennent d'être évoqués assez rapidement. Pourquoi cela? Eh bien, parce que quand on s'est posé cette question de la durabilité du marché et du modèle touristique des Savoies, on s'est dit, certes, venant d'un banquier, on attend l'économie. C'est le premier axe qu'on nous met dans les pattes quand on nous pose des questions. Par contre, ce modèle, il doit être viable dans la durée sur le plan économique. C'est pas simplement les chiffres aujourd'hui, mais c'est la perspective. Parce que quand on prête sur 15, 20, 25 ans sur les collectivités locales. Donc on doit se projeter au-delà et on doit intégrer maintenant les nouvelles donnes qui, au moment du Covid, étaient criantes et qui le sont toujours aujourd'hui, à savoir le pilier humain dont on parlait. Et dans le pilier humain, la question c'est l'équilibre entre les populations et entre la densité et l'activité touristique avec notre territoire et son acceptabilité par les populations locales. Et puis le troisième point, le troisième pilier, c'est la planète. On l'a appelé comme ça pour pas l'appeler développement durable, mais avec la durabilité des actifs immobiliers qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans les dizaines d'années qui viennent. Et puis la durabilité aussi environnementale, la soutenabilité de ce tourisme, avec le fameux troisième scope du bilan carbone du tourisme savoyard. Si vous deviez partager 3 chiffres, 3 informations de cet observatoire du tourisme qui vous a marqué, Lionel, ce serait lesquels? Alors, je vais démarrer par l'humain. Celui qui m'a marqué, moi, c'est quand même que 8 habitants des Savoies sur 10 sont quand même fiers de l'activité qu'il y ait une activité touristique lors de cette enquête, ils l'ont déclaré. Et 20% d'entre eux sont directement en Savoie ou habitent en Savoie parce qu'il y a une attractivité territoriale du tourisme. Donc, c'est quand même un Savoyard au Savoyard sur 5 qui dit « je suis là parce que ». Sur le volet économique, on parle beaucoup de la conjoncture et puis de ce qui se passe sur d'autres marchés en ce moment. On parle de l'immobilier, mais quoi qu'il en soit, sur ce qu'on a observé nous sur nos comptes en 2024, on a vu que 29% des flux d'activité économique est issu de l'activité touristique. C'était 25 l'année d'avant, donc plus 4%. Sous-entendu plus 4 parce que ça se développe ou plus 4 parce que d'autres secteurs sont un peu en contraction. Je vous laisserai faire les calculs. En tout cas, pour moi, c'est le marqueur fort de cette année 2024. On est à plus 4% sur les flux qui circulent sur nos comptes. Et le troisième point, là, c'est un marqueur qui me tient à cœur personnellement. Je m'étais dit, il faudrait qu'on essaye sur le volet durabilité de travailler un indicateur que souvent nous seuls, Créa-École, on peut construire. C'est le volet circuit court, consommation locale dans un périmètre proche. La chance qu'on a, vu que le mot agricole est marqué sur le fronton, c'est que on a la data. Et on a essayé de construire cet indicateur et le chiffre, c'est 200 millions d'euros. Je vous donne l'ordre de grandeur globale. C'est 200 millions d'euros de consommation touristique en circuit court, donc soit auprès des agriculteurs, soit auprès des coopératives, soit auprès d'un interlocuteur, d'un intermédiaire, la définition de circuit court qu'est ça, c'est-à-dire un restaurateur qui achète directement à l'agriculteur ou au magasin de producteurs. Et ça représente, on l'a mesuré cette année avec un indicateur nouveau, 200 millions d'euros. Et pourquoi je voulais retenir cet indicateur cette année? Parce que comme vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, la profession agricole en Savoie a connu quand même un drame cet été avec la dermatose nodulaire qui a impacté une trentaine d'exploitations sur lequel, alors là c'est pas l'équipe du tourisme qui était mobilisée, mais Créa-École des Savoies et Stéphane Messet étaient en première ligne pour arriver à mesurer et à accompagner les éleveurs. On a mis en place des mesures conjoncturelles, bien sûr, comme on le fait toujours. Mais on est passé à quelques semaines d'une catastrophe pour la filière et les circuits courts et les produits agricoles savoyards. Et je voulais avoir une pensée pour eux ce soir.
Merci beaucoup. Merci à tous les 5 en tout cas pour cet éclairage. J'ai oublié d'annoncer quelque chose. Je sais. Tout ce que vous avez vu. C'est que l'an prochain, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, ça sera a priori le 29 ou le 30 avril, la date est encore en train d'être calée, mais on est en train de mener une grande étude, nous, prospective, sur l'économie, en l'horizon 2050, l'économie du tourisme dans les Savoies, et on en reverra les grands indicateurs, secteur d'activité par secteur d'activité, et une étude assez précise sur la géolocalisation avec les grandes tendances dont on s'inspire et que l'on prend. Et je pense que ce sera un observateur du tourisme l'an prochain, une version un peu particulière avec une vision prospective, alors, avec là aussi des paris qui sont pas forcément à prendre exactement comme une science exacte, mais en tout cas on est très très heureux et très fiers de faire cette étude parce qu'elle nous aide à nous projeter et on peut déjà vous donner une bonne nouvelle, c'est qu'on est très confiant sur l'avenir du tourisme en Savoie. Merci Stéphane. 29 ou 30 avril. Voilà, vous avez la date. Merci à tous les 5 encore une fois pour cet éclairage. Vous l'avez compris, ces deux outils sont riches d'informations et ils traitent de thématiques fortes, que ce soit l'Observatoire du tourisme comme le cahier de tendance, qui parle finalement d'une nouvelle économie de la montagne durable, qui ne se résume plus à l'économie du tourisme ou à l'économie du ski, en fait, qui parle aussi de sobriété, qui parle de coopération, qui parle aussi peut-être d'une certaine qualité de vie et qui est attentif à la vie locale. La montagne aujourd'hui, elle se retrouve à un carrefour. Elle doit concilier 3 besoins fondamentaux: l'attachement, l'attractivité et la gestion des ressources. C'est une équation qui est complexe et c'est une équation qui est aussi essentielle. Et c'est la thématique de la table ronde de ce soir. Et je vous propose d'accueillir Nicolas Colombani, Séverin Duc et Julien Lopez. Merci à vous. Allez-y. Je vais venir plutôt autour de cette table. C'est moi. Je vais prendre le micro. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'être là et on va faire un premier tour de table. Je vais vous laisser vous présenter d'abord. On commence avec toi, Séverin. Oui, alors bonsoir. Comme d'habitude, on dit d'où on vient. Donc, je suis né à Moutier, Tarentaise. Voilà. Donc, ça va. Toujours la Savoie, rien que la Savoie, la Tarentaise, encore la Tarentaise. Non. Blague à part, je suis historien et actuellement, je travaille en Suisse, je vis en Suisse. Et mon objectif en tant qu'historien, c'est de sortir un peu du monde académique et de voir ce que l'histoire, la connaissance des arts peut nous apporter aux défis actuels et aux solutions potentielles. Autrement dit, plutôt que de sortir sur les postures pour et contre, commençons par voir d'où on vient et ensuite on saura un peu mieux où l'on va. Et c'est vrai, on te retrouve dans le cahier des tendances montagne sur la gestion des communs et sur la gestion de l'eau. On va en parler. À toi, Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Nicolas Colombani. Je suis le directeur général de la CELILOM, une société d'économie mixte qui gère un certain nombre d'activités sur la station d'Orsières-Merlette 1850 dans les Alpes du Sud. Voilà, donc très heureux d'être parmi vous ce soir pour aborder cette thématique très intéressante et qui nous tient à cœur. Oui, parce qu'on va parler de Savoie et de Haute-Savoie, et l'Observatoire d'ailleurs parle bien de la Savoie et de la Haute-Savoie. Pourtant, le cahier de tendance, on est sur quelque chose de bien plus large que nos deux départements. On continue? Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Julien Lorenz. Donc j'ai plusieurs casquettes. Vous me connaissez au Cosson Montagne. Je suis au bureau et donc je travaille pour Géolith, qui est un bureau d'études d'ingénieur conseil dans le domaine des risques naturels en montagne. Et ce soir, je viens témoigner avec ma casquette d'élu, parce que je suis encore élu jusqu'en mars 2026. Et donc, j'ai eu le plaisir d'avoir 2 mandats en tant que président de la régie des remontées mécaniques alors, c'était Saint-Hilaire initialement, maintenant c'est Petites Roches, commune iséroise, en Chartreuse, de moyenne montagne. Et donc, aujourd'hui, je viens vous parler de cette petite histoire située sur le plateau. Et toi aussi, on te retrouve dans le cahier de tendance pour parler justement de ce qui s'est passé là-dessus. Et donc, ce sera le pendant du témoignage que tu vas nous proposer ce soir. Julien et Nicolas, vous représentez donc des territoires qui sont en dehors de la Savoie et de la Haute-Savoie, qui chacun à leur manière ont expérimenté une transition et qui cherchent à concilier l'attractivité, l'attachement au territoire et la gestion des ressources. Et c'est ça que vous allez nous raconter.
On va donc avoir des témoignages, des histoires de ces territoires, et on va commencer par toi, Julien. Tu représentes donc le plateau des Petites Roches, plus large que Saint-Hilaire-du-Touvet. Et ce territoire, il a fait en Paris, suite à l'arrêt du funiculaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Alors moi, je vais pas répondre par un mot, je vais vous raconter une petite histoire. J'espère que je vais pas vous endormir, et je compte sur vous pour vous endormir. Donc effectivement, donc le plateau de Petite Roche, pour donner un peu plus de contexte, c'est donc une commune à 1000 mètres d'altitude, 2500 habitants, du tourisme avec 25 séjours professionnels. Et dans le tourisme, on a donc sur le plateau 2 petites stations de ski, le col de Vincieux, Saint-Cyr-de-Touvet, et un funiculaire, le funiculaire du Touvet, qui relie la commune de Lavin, qui est dans la vallée du Réseau-Vaudan, au plateau des Petites Roches. Et puis je pense que tout le monde connaît, mais on sait jamais, c'est quand même le haut lieu du parapente, avec donc trois zones de décollage, avec un célèbre événement qui est la Coupe ITA, le plus gros événement de vol libre au monde, qui se déroule depuis plus de 50 ans, fin septembre, sur le plateau. Donc, en fait, c'est un mandat très compliqué, on a eu beaucoup de choses, donc jusqu'en 2019, tout se passait très bien. On avait donc un plateau avec des habitants heureux, de la neige un peu en hiver, des étés frais, et avec un panorama exceptionnel, parce que sur le Petite Roche, on a une vision 360 du Mont Épu jusqu'au Mont Blanc. Et donc, on avait donc la régie de la commune exploitait le funiculaire et la station. C'était donc un modèle économique global, avec une petite saison d'hiver. Donc c'est sûr, c'était des saisons on parlait pas en mois, on parlait en jours. C'était entre 0 et 50 jours par hiver. Et un funiculaire avec une saison beaucoup plus importante, 5-6 mois. Funiculaire transportait 50 000 visiteurs par an. Et donc, globalement, le modèle économique, c'était donc un funiculaire qui ramenait du chiffre d'affaires, mais aussi de la marge, qui permettait de pouvoir exploiter la station de ski, qui, elle, ramenait un petit chiffre d'affaires, mais surtout du déficit. Et globalement, on était heureux parce qu'on avait la chance d'avoir quelque chose qui s'équilibrait, et même qui dégageait du résultat globalement, un investissement compris, ce qui n'est pas toujours le cas dans les équipements publics. Donc là, c'est le jusqu'ici, tout va bien. C'est ça. Et donc, surtout, c'est que jusqu'ici, tout allait bien, c'est que le funiculaire, l'ordre de grandeur, c'était 500, 600 000 euros de chiffre d'affaires, la station 150 000 euros. Donc, en fait, quand on parle de tourisme X saison, en tout cas, nous, c'était depuis très longtemps. Le tourisme, c'était déjà l'été, et l'hiver, c'était une option. Donc, c'était ancré chez nous. Donc, et donc, effectivement, décembre 2019, je pense que j'espère qu'on n'a pas mis le même hiver, en tout cas, très beau mois de décembre. Je sais pas si vous vous rappelez, en moyenne montagne, il y avait 1 mètre, 1 mètre 50 de neige. Un mois de décembre comme on avait rarement connu en moyenne montagne. Et donc, le 29 décembre, on a connu ce que maintenant on connaît quand même souvent, un réchauffement brutal. Et donc, on a eu le couplage de très fortes pluies, l'isotherme zéro qui a remonté très haut, même en station d'altitude, il y avait eu des gros torrents qui avaient détruit des pistes. Et donc, le funiculaire s'est retrouvé enseveli par une pluie torrentielle. Et donc, on avait rénové la gare. Tout allait très bien, effectivement, sur les mandats précédents. Et donc, la nuit du 29 décembre 2021, en fait, on a commencé à être appelé en début d'après-midi avec le torrent qui gonflait. Et puis, très rapidement, le torrent a débordé et l'eau est rentrée dans la gare. Alors, au début, on voulait nettoyer la gare pour pas qu'il y ait trop de boue. 5 heures après, il y avait 4 mètres de gravats en épaisseur. On voyait même plus la cabine. Et donc, le 29 décembre, comme on avait un couplage station fini, l'ensemble des personnes étaient sur la station, et le fini était à l'arrêt. Et donc, suite à ça, on a constaté les dégâts très importants au niveau de la gare basse. C'était un gros coup dur pour l'ensemble du territoire, parce que sur le Quasi-Vaudan, le funiculaire, c'est le petit Notre-Dame parisien. C'est comme ça qu'on l'a vendu pour être rapidement reconnu catastrophe naturelle, parce qu'au final, dès le lendemain, en fait, les experts des 30 décembre sont venus et la machine s'est mise en route pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc, il y avait deux gros scénarios, on rase tout et c'est terminé, ou est-ce que quand même, le funiculaire, il a eu 100 ans l'année dernière, c'est un monument du patrimoine
de Grèce-du-Vaudan et même régional. Et donc tout de suite, on s'est retroussé les manches pour faire en sorte de voir comment on pouvait redémarrer le funiculaire en sécurité. Donc ça, rapidement, en fait, rapidement, il est toujours pas là. Aujourd'hui, on en arrive au stade où il est envisageable de le voir repartir en 2027. Ouais, il y a tout un processus où, en fait, il est, en fait, bon, s'il revient un tout petit peu en arrière, la station de ski, le lendemain, là, c'était la double peine. C'est que le matin, on est descendu, la gare était ravagée. Quand on est remonté à 1000 mètres sur la station, il y avait la station qui était aussi ravagée, parce qu'il y avait le flux torrentiel qui était aussi passé sur les pistes, on avait plus, c'était dans la boue. Donc, tout le monde à l'arrêt, plus de station, plus de fini. Fini, c'était sûr, la station, et donc, du coup, la station, on a eu la chance aussi que l'hiver est revenu assez rapidement. On a eu la neige en moyenne montagne hein, sur cette période-là. Et le problème, c'est que la station était déficitaire et le funiculaire, on était quasi certain qu'il ne repartirait pas dans le mois pour pouvoir équilibrer les comptes de la régie. Donc là, il y a eu un fait, c'était vraiment un fait gros coup dur pour les habitants. Et il a fallu faire prendre conscience de tout le monde que notre petit stade de neige, notre piscine municipale, c'était une station de ski. La station de ski, elle avait besoin d'avoir un équilibre économique qui n'était plus. Et donc, il y a eu une prise de conscience des habitants que, qu'il fallait regarder est-ce qu'on arrêtait aux stations de ski. Et donc, rapidement, en fait, on a mis en place une démarche participative. Quand tu dis rapidement, simplement pour nous donner Alors, la c'est temporalité. l'échelle politique. Le temps politique, il est quand même assez long. Donc, rapidement, c'est quelques mois. Après, le temps politique au niveau municipal, il est quand même long par rapport aux exploitations privées, mais il est quand même beaucoup plus court que d'autres temps politiques. Et donc, on a créé une démarche participative avec des personnes impliquées, des personnes tirées au sort. Bon, en gros, c'était quand même une grosse déchirure, hein, parce que certains ont perdu leur emploi. Donc, on imaginait la fin de ce qui s'est construit il y a 50 ans. Hein. Saint-Hilaire, ça a été construit un an avant les JO de 68. Hein, c'était l'époque des stades de neige, à l'époque des JO. Donc, c'était vraiment... Même si c'était une petite station, en fait... il y a un attachement très fort au territoire. Et donc, pendant 1 an et demi, 2 ans, il y a eu une prise de conscience que c'était effectivement très compliqué d'imaginer devoir redémarrer la station de ski. Et je parle de ça, c'était en 2020. Et chaque année, j'ai l'impression que la conscience collective monte. En tout cas, en 2020, à milieu d'altitude, c'était encore compliqué de se dire que c'était quand même bientôt la fin. Et il y a eu une très belle initiative qui est née, c'est-à-dire qu'il y a une association de bénévoles, une association agile, donc une association qui était beaucoup plus agile que les pouvoirs politiques. Agile, c'est Agir pour Saint-Hilaire. Et donc, on a eu cette dynamique de 200 habitants qui était très, très utopiste, parce qu'ils connaissaient pas le monde de la montée mécanique, parce que sur le ski, même si c'était le ski, il y a des règles très importantes à suivre. Hein. Et du coup, on est allé step par step avec la commune, et en fait, on a vraiment fait un couplage hyper agile avec donc une commune qui a créé alors on a fait un partenariat avec une convention parce que monter une DSP avec une association, avec une station à 980 mètres d'altitude, c'était ça n'existait pas. Donc on a créé une convention pour sécuriser les différents partis et eux, ça fait maintenant 3 ans, 2 ans. Donc la première année, parce que tout le monde rigolait au début. Hein. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des bénévoles, résidents de Saint-Hilaire-Mouthouvet, qui gèrent la station. Alors, c'était au début, oui. C'était les bénévoles qui gèrent la station. À chaque jour, c'était un combat avec des barres à passer. Et en fait, au début, ils étaient quelques-uns. Après, ils sont montés en compétence. La commune a bien voulu donc financer des formations des SF, enfin monter en compétence l'ensemble des habitants. En fait, on s'est aperçu que dans les habitants, il y avait des gens qui bossaient à ST, Solitech, qui avaient des compétences hyper importantes en haute tension. Même si on appelait les stations les plus grosses, en fait, personne ne trouvait. Et au final, en fait, grâce à ces habitants qui avaient des compétences qu'on n'imaginait même pas, on a réussi à remettre en route les canons à neige, parce qu'on avait des canons à neige, et donc ces canons à neige fonctionnent toujours. Et donc, la première année, manque de bol, il a fait super chaud. Ils ont quand même réussi à tourner les canons à neige, mais c'est une année en moyenne montagne, c'est il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Bon, ils ont ouvert une demi-heure. Alors, ça fait rigoler. Mais une demi-heure, ça démontre que c'est possible, et c'était avec toutes les autorisations, c'est-à-dire SGS validé avec le STREM, des vrais pisteurs qui venaient des arbres bénévoles, parce qu'en fait, le plateau, c'était une des premières communes à avoir du ski scolaire. Les gamins, ils partaient à pied
C'était l'essence de... En fait, nous, on n'a pas de piscine sur le plateau, c'était notre piscine municipale, c'était un jardin de ville, où tous les gamins sont dans la forêt et on les posait le matin à 9h, la grande section jusqu'au CM2, voire plus, ils jouaient jusqu'à 17h, jusqu'à ce qu'il passe nuit, qu'après on les retrouve dans la forêt. C'était fun. Donc maintenant, quand ils montent dans les plus grosses stations, c'est un peu compliqué, parce que ils ont une culture un peu jardin de ville. Tout ça pour dire que la première année, c'était rigolo, mais ils ont été donc contents et frustrés, parce qu'ils ont quand même, ils ont passé les étapes administratives que certains connaissent, mais eux, ils ont découvert des choses qu'ils imaginaient même pas. Donc l'année dernière, ils ont relancé la machine, on a relancé une convention, et donc là, ils ont réussi à ouvrir plus d'une dizaine de jours avec l'ensemble du domaine. Alors, Saint-Téléski, mais c'était l'ensemble du domaine. 400 mètres de dignité, donc c'était vraiment hyper positif. Et donc maintenant, il y a une vraie dynamique. Il y a donc maintenant dans l'association, en fait, il y a des gens de la vallée, de Chambéry, des places mécaniques mécaniques qui sont dans le bureau. Donc en fait, maintenant, ça a essaimé beaucoup plus largement. Voilà. Donc globalement, on sait tous que un jour la station va s'arrêter, voire même ça va s'arrêter assez prochainement. Mais malgré tout, avec cette conscience-là, en fait, nous, élus et communes, on est là pour aussi accompagner les populations et les habitants pour faire en sorte que, même si on sait que ce qui est animé d'aptitude, ça devient de plus en plus compliqué, ben, on a trouvé un modèle agile économiquement et administrativement, c'est-à-dire que au niveau économique, ben, en ayant 100% des bénévoles, ben, évidemment, en demandant des forfaits, ça permet quand même beaucoup plus facilement de payer les sociétés, l'assurance. Donc, ils ont enfin réussi à trouver une assurance en direct. Parce que c'était un des gros, parce que c'est, être assuré comme sur le ski, c'est des contraintes, je sais pas si vous êtes assureur ici, mais les contraintes, j'imagine que oui. En tout cas, ils ont trouvé une assurance, je dirais pas une demande d'assurance, mais en tout cas, donc maintenant, ils ont la possibilité d'envisager encore quelques années. On sait tous bien que la station va s'arrêter. Et en fait, il y a quand même ce deuil collectif qui se fait. Et en fait, nous, sur la commune, et je pense que je vais terminer là, je sais pas où j'en suis, mais je pense que c'est bon par rapport à la petite histoire, et je pense que tout le monde me dort pas, mais, en fait, on a aussi, maintenant, en fait, on s'est retrouvé avec un peu funiculaire qui va redémarrer plutôt à l'arrêt, donc on a mis des bus de substitution pour remonter de la vallée, ce qui a créé une dynamique avec le parapente. Donc, conflit d'usage sur le plateau, parce que c'est toute une activité économique qui s'est créée par rapport au parapente. C'est une des grosses activités chez nous. Mais en fait, en gros, il y a eu plein de vols billes ou de gens qui pouvaient monter beaucoup plus facilement. Donc, l'été dernier, il y a 2 ans, on s'est retrouvé avec des conflits entre les agriculteurs et les parapentistes parce que sur le plateau, il y a encore des agriculteurs avec de l'exploitation agricole. Et puis, ben, il y a des touristes et surtout même les personnes qui viennent des bassins de bois chambériens, ben, en fait, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas du tout la culture montagne. Et en fait, on se retrouve sur un site où, en fait, dans l'absence, c'est dans la prairie, qu'on peut aller se balader, c'est très beau. Il y a les bottes de foin, il y a le Mont Blanc, il peut voler. Donc, ben, les parapentistes, les agriculteurs sont venus se plaindre en mairie, évidemment. Donc, la mairie a demandé si on pouvait avoir un conciliateur pour nous aider. On nous a dit, ben non, parce que comme ça implique la mairie, vous allez vous débrouiller les élus. Donc, on a fait la médiation. Et en fait, cette médiation, elle a permis, in fine, là, on a ouvert une base pleine nature. Alors, pareil, ça peut paraître un peu pas grand chose. Mais en fait, dans cet espace, en fait, maintenant, la base pleine nature, elle est là avec de l'affichage de mobilier qui est très, très soft, mais pour expliquer, voilà, ici, vous êtes dans un espace où, en fait, vous n'êtes pas tout seul. Et on a expliqué les différents usages de la chasse, des TT par rapport au trail. Et en fait, la station de ski, on l'a renommée espace ludique. En fait, maintenant, c'est un bout de l'espace pleine nature, c'est plus l'élément fin. Et en fait, on a déjà prévu la transition, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a Agile, et c'est tant mieux parce que, bah, quand ça fonctionne, bah, tant mieux. C'est un équipement qui a été investi il y a 50 ans. Et tant qu'on peut exploiter, ça coûte pas d'argent public, c'est très bien. Et donc là, on est en train de déporter les choses sur des activités pleine nature, en les structurant, et en faisant en sorte de aussi repenser des aménagements sans forcément rajouter des équipements, rajouter des frais de fonctionnement, parce que nous, en fait, commune, pouvoir public, les finances sont en baisse, et donc, en fait, il faut aussi penser le futur avec le fait qu'il y aura de plus en plus de monde qui va monter en moyenne montagne, et donc, ben voilà, on est confiant pour la suite, même si des conflits d'usage vont devenir de plus en plus compliqués à gérer. Ce sera pas juste avec des panneaux et des mobiliers, mais en tout cas, c'est déjà une première étape qui montre que c'est possible. Merci Julien pour ce témoignage.
c'est intéressant de voir aussi que finalement, si cette station elle continue à vivre, c'est surtout pour une histoire d'attachement. Avant des histoires d'attractivité, c'est des êtres humains, des résidents qui sont dit, en fait, on ne peut pas laisser tomber ce truc. C'est plus le centre du business model. On savait déjà pas trop puisqu'elle est finie. Et en tout cas, ils ont envie de faire vivre ça. Juste une question. Dans l'observatoire, vous avez trouvé un chiffre. Il y a 2 tiers des répondants à l'enquête, donc Haute-Savoie, Savoie, hein, qui ont le sentiment que leur lieu de résidence est impacté, positivement ou négativement, par une forte fréquentation touristique. Quand il y a eu cette démarche participative, tout le monde était d'accord pour qu'il y ait une station, pour mettre en place des bus, des déplacements, pour qu'il y ait plein de parapentistes et plein de skieurs qui viennent jusqu'à chez vous. En fait, évidemment non, parce que c'est le conflit qu'on a tous les jours en tant qu'élus locaux, c'est que en fait les gens ils viennent en moyenne montagne, surtout en zone périurbaine de Grenoble, c'est qu'on veut avoir son champ et avoir une belle vue et personne, sauf que on veut aussi pas une cité dortoir, donc en fait il faut mixer. Et en fait le fait de faire une démarche participative, en fait ça permet à une partie de la population de pouvoir vraiment toucher du doigt les dossiers et de voir les contraintes auxquelles on peut être soumis, exploitant, élu, décideur. Et en fait, ça permet d'aller beaucoup plus dans l'acceptation des choses. Et en fait, effectivement, nous, de toute façon, il y a hors de question qu'on fasse un recrutement avec un flux important. De toute façon, on est déjà saturé. Sur la Chartreuse, il y a des endroits où, depuis déjà 5 ans, on les enlève des documentations, des réseaux sociaux, parce qu'en fait, on a des conflits d'usage. On a des conflits de propriété privée publique. Je pense, chez nous, on a le marquis de Quinsonnat qui a fait parler de lui quand il y a une nouvelle loi qui est passée. Avant, on pouvait, c'est utile d'interdire le passage dans le côté privé, et la nouvelle loi permet, avec simplement un panneau, de pouvoir directement faire valoir cette propriété privée. Et donc, on a eu à gérer ça aussi l'année dernière sur notre territoire. Je vous invite à venir sur le plateau des Filtroches. C'était un très bel endroit et en même temps, c'était un laboratoire où il y avait un funiculaire, donc il y avait un lien avec du patrimoine, de l'industrie, parce que c'était l'industrie métallurgique qui avait mis en place le funiculaire, du tourisme. En fait, il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, sont à prendre pour les futurs dans d'autres endroits. Merci pour ce témoignage inspirant. Est-ce que vous voulez réagir, Nicolas Séguin, sur certaines choses sur votre topic? Rapidement, le regard de l'historien qui ne consiste donc pas à juger, mais essaie de prendre un petit peu de hauteur avec humilité, on se rend compte, je pense, et c'est mon avis en tout cas, que nous revivons un peu le temps des pionniers après la Seconde Guerre mondiale, sans doute. Et pour les plus grands pionniers de certaines stations de montagne de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'on doit faire des choix forts d'allocation du capital. Est-ce que je garde ma terre? Est-ce que je la donne à un domaine skiable? Est-ce que je donne le droit de passage? Est-ce que je crée un hôtel, donc je contracte un emprunt auprès de la banque? Là, on est dans un moment où ce n'est plus linéaire. Le climat a cassé la linéarité des business models. Et ce qui est à la fois attristant et qui nécessite de faire le deuil, mais c'est que de ce deuil va naître autre chose. Et en cela, je crois qu'on a beaucoup de chance dans les Alpes, et c'est ma conviction, c'est que de toute façon, le climat va se réchauffer et se dérègle, et tout le monde le sait. La question, c'est que nous, il se dérègle tellement vite qu'on est obligé, dès 2025, de faire un cahier de tendance où on parle de cela. Il y a des territoires, les grandes villes, qui ne se les posent pas encore ces questions. Et plus tôt on se les posera, plus rapidement on trouvera les réponses. Tu dirais qu'on est pionnier. Ah bah oui, sans aucun doute. Ah oui, vu qu'on aime bien aussi se flageller, on a l'impression qu'on est en retard, ou que ça va pas assez vite, ou qu'on fait pas assez bien, mais en vrai, je peux vous assurer qu'on est en avance. Merci pour ce témoignage. Autre chose que tu voulais nous partager? Nicolas, tu as envie de réagir sur quelque chose? Non, c'était très intéressant. Merci Julien pour ce témoignage. C'est vrai que c'est une situation qui est très spécifique, mais qui nous ouvre un petit peu le champ de la réflexion aussi pour nos destinations avec des problématiques qui sont un petit peu différentes. Et on va parler. Exactement. Tu vas garder le micro, Nicolas. On va continuer avec toi. Donc, on change de territoire. On va à Orsières-Merlette. Et depuis le 1er octobre à Orsières, finalement, votre organisation, elle a évolué. Est-ce que tu peux nous en parler de cette nouvelle logique et de ses effets, s'il te plaît? Oui, déjà pour commencer, situer un petit peu Orsières-Merlette sur un champ géographique. Voilà, on est dans les Alpes du Sud, une station qui est située sur le territoire du Champ de Sort Val-Godemar. Une station qui est une station d'altitude, puisque 1850 c'était le bas de la station, donc on a encore effectivement un enneigement en tout cas qui nous laisse un petit peu une perspective
pour les années à venir. Donc on est encore dans une phase de préparation de cette transition et j'allais dire qu'on a encore la chance de pouvoir avoir une activité qui nous permet de la préparer. C'est une destination qui est orientée sud, donc on a le soleil et puis on est aussi aux portes du parc national des Écrins. Voilà, pour situer un petit peu le lieu. Donc effectivement, Justine, comme tu le disais, depuis peu, hein, on est en train de restructurer notre organisation. Donc il y a effectivement plein d'organisations qui existent hein, dans le champ touristique des stations de ski. Et bon, nous on a une société d'économie mixte, donc c'est une situation qui existe ailleurs. Ce qui est un petit peu nouveau et depuis peu, c'est qu'on est en train de renforcer un peu le modèle intégré, et c'est-à-dire que dans cette SEM, un petit peu le bras armé de la collectivité, on a un certain nombre d'activités et qui fait un peu notre spécificité. Donc on retrouve au sein de la SEM l'Office du tourisme, hein, qui est le bras armé de la promotion du territoire et de la communication. On a intégré un deuxième établissement, si je peux m'exprimer comme ça, dans la SEM, qui est un petit peu une holding avec des services support qui travaille au profit de 2 filiales aujourd'hui. On a une filiale de la Semilum Resort qui, elle, est en charge de l'exploitation donc de domaines skiables. On en a 2, le domaine skiable d'Orsières-Merlette et la petite cousine de Serrero. Et puis également un palais des sports, qui est un complexe sportif de 10 000 mètres carrés qui contient une patinoire, une piscine, un espace spa et également un bowling. Voilà, donc ça c'est une première filiale qui gère toutes ces activités. Et puis depuis cet été, on a créé une deuxième filiale, la Semilum Réa, qui elle est en charge de la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel et l'animation. Alors, événementiel, animation à but lucratif, on va dire. Donc ces filiales ont vraiment une vocation commerciale. Et au sein de cette filiale, on a aujourd'hui 2 périmètres d'activité. Un contrat de délégation de service public avec la base de loisirs d'Orsières qui elle est située en dessous du village, à peu près à 1100 mètres d'altitude, avec un hôtel, un restaurant, un camping. Voilà, donc qui est aussi connecté en tout cas à la destination et à la destination du domaine skiable. Et puis on a également un restaurant sur le domaine skiable, qui nous permet de gérer aussi ce secteur d'activité de la restauration hein, et qui pour nous est important. Voilà, donc ça c'est un petit peu la structure de la SEM en tout cas aujourd'hui. Pourquoi ce choix alors de regrouper toutes ces activités dans cette même SEM? Parce que donc, comme tu le dis, avant il y avait toute la partie base de loisirs, etc. C'était pas du tout dedans. Hein. Non, ça n'était pas effectivement. Il y avait une exploitation par un autre partenaire privé. Le choix un petit peu de regrouper toutes ces activités, en fait, c'est que stratégiquement, on a un petit peu l'intime conviction qu'on souhaite offrir une offre intégrée, voilà, un véritable resort à nos vacanciers, et donc pour ça, en fait, le fait d'avoir tous ces produits, ça va nous permettre de commercialiser un peu un all inclusive. Hein. Voilà, donc on veut en tout cas évoluer dans cette direction. Et aujourd'hui, cette structure va nous permettre d'y arriver. Et voilà, c'est un point assez fort et un point assez nouveau. Quelques questions par rapport à ça. Cette SEM, elle permet d'exploiter, j'imagine, la saison d'hiver, mais pas que. Ça permet peut-être aussi de développer des choses sur toute l'année. Pendant aussi les ailes de saison, je pense au palais des sports, etc. Est-ce que ça fait partie de cette stratégie? Oui, alors tout à fait. Alors on a effectivement, comme beaucoup d'entre nous, on a une activité qui est quand même saisonnière aujourd'hui, hein, avec la saison d'hiver qui est très forte, la saison estivale qui commence en tout cas à monter un petit peu en puissance, et puis après voilà ces ailes de saison qu'on essaye de développer. Alors bien évidemment, on est soumis aux mêmes aléas que tous, et donc on va dire qu'on travaille dans 3 axes hein, sur le développement de tout ce qui est hors ski, diversification. Le premier, c'est un petit peu l'axe sportif. Voilà, on a la chance d'avoir un palais des sports avec des activités sportives. Ce palais des sports, il fait aussi une connexion avec le territoire parce que malgré tout, on investit des sommes qui sont assez importantes dans ces installations. Bien évidemment, ça profite à l'écosystème touristique qui nous fait vivre.
mais ça profite aussi au territoire, aux habitants du territoire, et ça c'est un point qui est assez fort et qui fait le lien avec notre sujet ce soir. Voilà, donc cet outil en tout cas, il a vocation à bien évidemment accueillir des stages sportifs, à développer tout ce volet sportif pour avoir une activité économique peut-être qui déborde, si je peux m'exprimer comme ça, sur les saisons classiques, mais également il fait le lien avec le territoire. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un petit peu la naturalité. C'est vrai qu'on est dans un environnement naturel qui est quand même préservé. Je parlais tout à l'heure de la proximité avec le parc national des Écrins. Et c'est vrai que ce territoire de montagne, l'objectif, c'est bien évidemment de conserver une attractivité économique, hein, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Mais pour autant, l'attractivité économique, elle peut aussi passer par la préservation de l'environnement et aussi par le fait de sublimer un peu cette belle nature qui nous entoure. Et ça, pour citer un petit peu un exemple, on a fait sur Orsières, on a thématisé un sentier qui s'appelle le Mont des Silacs. Alors on a la chance que la nature nous a offert en tout cas un sentier qui est parfaitement descendant, qui fait 10 km de long et qui passe par 6 lacs d'altitude. Donc c'est quand même une chance. Donc pour y accéder, on utilise des remontées mécaniques, donc ça permet aussi de faire le lien avec ce qui nous fait vivre l'hiver. Et c'est vrai que cette balade, on a aujourd'hui, on a plus de 55 000 personnes qui la fréquentent avec nos remontées chaque été. Donc c'est vraiment un atout. Et cette balade, on l'a thématisée avec toute la mise en avant du pastoralisme. Voilà, donc c'est quelque chose en fait qui vient pour sublimer la nature. Et on pense en tout cas que c'est vers ce genre de développement qu'il faut aller, parce que ça permet de faire s'évader en tout cas nos vacanciers et aussi de voir un petit peu ce qu'on trouve de beau dans nos natures. Voilà. Et puis le troisième point, c'est effectivement miser un petit peu sur des activités de loisirs et de restauration. Voilà, c'est la restauration, c'est aussi important pour nous en tout cas de s'y investir parce que ça fait partie intégrante de ce que le vacancier consomme en tout cas chez nous et si on veut que ça soit un peu qualitatif, si on veut un petit peu se démarquer, ça fait partie aussi d'une des activités qui est une activité à part entière, voilà qui nous paraît importante à développer. Alors dans la structuration, on a véritablement scindé les activités parce que c'est aussi important d'être clair sur les investissements qu'on fait dans chacune de ces activités et de bien pouvoir dissocier les choses pour que ça soit assez clair, voilà, aux yeux à la fois de nos partenaires publics, partenaires privés, puisqu'INSEM c'est public, privé, et donc comme ça au moins tous les investissements qu'on va réaliser, ils sont clairs, ils sont fléchés. Et le modèle de développement, il est aussi clair. Pour autant, j'entends que le fait d'avoir tout dans la même STEM, c'est aussi utiliser les points de contact que vous avez, à la fois pour informer, valoriser, mais aussi pour vendre des choses. C'est aussi ça le business model qui est derrière. Oui, tout à fait. Alors, on parle de points de contact et c'est vrai que ça c'est un point aussi qui est assez important. L'accueil en tout cas de nos vacanciers, c'est un point sur lequel on travaille de manière assez forte. Et aujourd'hui, on a tous des points d'accueil, l'office du tourisme, les caisses, des remontées mécaniques. Voilà. Bon, nous on est en train de sortir un petit peu de cette logique-là et de se dire finalement on a des points de contact. Oui, il y a l'office du tourisme, il y a les caisses des remontées mécaniques, il y a aussi le palais des sports. Et on a identifié sur la destination tous ces points de contact. Et le fait aujourd'hui de travailler dans une même structure parfaitement intégrée, au final, on forme tous nos agents avec une manière d'accueillir les vacanciers qui soit identique dans ces points de contact. On fait à la fois de l'information touristique, on fait à la fois forcément de la vente aussi des produits commerciaux qu'on a sur la station, mais on le fait de manière identique dans tous les points. Et ça, c'est un point en tout cas qui nous paraît assez important. Merci. 2 chiffres sortis de l'Observatoire du tourisme, peut-être pour éclairer tes propos. En Savoie et Haute-Savoie, les Français dépensent 42% de leur budget vacances en hébergement,
22% dans les forfaits de ski et 36% dans les autres dépenses, et c'est celle aussi que tu évoques, hein, ces autres activités, la restauration, etc. La deuxième chose, c'est qu'en Savoie et en Haute-Savoie, 31% des dépenses touristiques se font en dehors de l'hiver. Voilà. 31%. Une dernière question peut-être pour toi, Nicolas, c'est sur la gestion des ressources. Tu as parlé de naturalité, tu as parlé de préservation de la nature. Je sais que justement, dans ce travail autour de cette scène qui regroupe ces activités, vous avez aussi travaillé le bilan carbone, un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, la gestion des ressources, c'est un sujet qui est clé. Hein. Je pense que ça sera largement développé et effectivement, c'est un point dans la thématique qui est fondamental. Hein. Si on veut avoir une montagne durable, il faut absolument qu'on préserve les ressources qui sont les nôtres. Alors c'est vrai que sur Orsières, on a aussi beaucoup de chance par rapport à, je dirais, au sujet de l'eau, hein, puisque c'est un sujet qui est aujourd'hui qui en tout cas qui est central dans le développement ou en tout cas dans l'avenir de nos destinations. On a un lac d'altitude, hein, qui est le lac des Estaris, un lac naturel, qui est une réserve de 850 000 m3. Alors je pense qu'il y a beaucoup des personnes, en tout cas dans la salle, qui exploitent des domaines skiables, qui aimeraient bien avoir autant d'eau au sommet du domaine skiable. Voilà, puisque ça nous a permis en tout cas d'avoir un réseau de neige de culture qui est gravitaire, qui couvre 70% du domaine skiable. Et voilà. Mais pour autant, ce lac, on ne peut pas utiliser toute la quantité d'eau. Bien évidemment, on a des débits réservés qui nous sont réservés pour produire de la neige de culture. Il sert aussi à l'eau potable de la commune. Voilà, et il sert également au pastoralisme. Donc c'est une retenue qui est partagée, mais qui a la chance d'être présente quand même, parce que voilà, on sait que le fait de pouvoir garder l'eau en altitude dans nos territoires, c'est quand même un véritable enjeu. Et ça, de ce côté-là, on a beaucoup de chance. Voilà, donc malgré tout, on fait tous les efforts nécessaires pour gérer du mieux possible cette ressource, en tout cas du côté du domaine skiable. Aujourd'hui, on utilise des outils qui nous permettent de produire les justes quantités de neige et d'année en année, on essaye de progresser pour pas dépenser cette ressource de manière exagérée. Super. Merci beaucoup. Julien, si tu veux réagir, tu n'hésites pas. C'est vrai. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait la montagne change, les montagnes changent, et Dieu sait qu'il y a des montagnes avec un crochet, donc avec un S. Donc on se rend compte qu'on pourrait parler, et qui plus est si l'on parle de la Savoie, en tout cas des Alpes, on a des villes de Pierron, on a Aix-les-Bains, et puis on a Val Thorens, et entre les deux, il y a quantité de mondes différents, et donc il n'y a pas de solution unique, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur des destins d'individus individualistes où sauf qui peut, chacun pour soi, bien au contraire. On voit qu'il y a des typologies de lieux, et sans doute qu'on baignera beaucoup si ces lieux qui semblent être un peu proches dans leur destin se parlent plus, sans doute. Moi, c'est aussi ce que je retiens des témoignages de Julien et Nicolas, c'est que vous parlez beaucoup de faire ensemble, de mettre ensemble des choses, de démarches participatives, et c'est beaucoup de son sujet de travail aussi, c'est vrai, c'est de parler des communs. Et tu rappelles que finalement, les communautés alpines, elles ont su faire ensemble. Elles ont su gérer la ressource de manière collective et souvent avec pragmatisme et avec coopération. Est-ce que quand tu les entends, tu vois une sorte de réinvention de cette gouvernance des communs ou une continuité finalement de l'histoire? Sans doute qu'on est en train d'écrire un nouveau chapitre, en vrai, des Alpes. C'est-à-dire qu'on est tous des acteurs historiques qui, dans 50 ans, on dira, dis donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, pas fait, ils auraient pu, ils auraient dû. Mais au-delà de ce jugement de l'histoire qui nous appartient pas, on se rend compte qu'on n'est pas que des secteurs économiques, on n'est pas que des silos. En vrai, c'est des communautés, avec des gens qui vivent, si on est là depuis longtemps, on a même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents au cimetière, on a les noms sur le monument aux morts. Donc on n'est pas en fait dans juste des secteurs touristiques qui nous semblent être parfois menacés et parfois nourris de débats publics qui nous échappent pour, contre, bref, du clivage. Et donc le commun permet aussi de réinventer un récit commun, c'est-à-dire qu'en fait on est tous dans le même bateau, peu importe ce que l'on fait, à l'échelle de son territoire. Et très souvent, à l'heure actuelle, face à la peur du changement climatique, on a tendance à se mettre un peu de son côté avec ses idées et puis ne pas vouloir débattre. Et les grands perdants de l'absence de la réflexion, du débat, c'est les territoires de montagne. Et ça nous amène précisément à la question, c'est ensemble, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour demain? Et cette grande question, nos ancêtres se la sont posée, mais en permanence.
parce que la montagne est par principe un lieu où il y a moins de ressources qu'ailleurs, ou alors de manière alternée. Il y a beaucoup d'eau, mais pas au même moment, pas sous la même forme. Il y a des très bonnes terres, mais pas tout le temps, toute l'année. Il y a de la neige, mais pas tout le temps. Il y a de la main-d'œuvre, mais pas tout le temps. Et donc cette gestion de ressources limitée, en réalité, c'est moins une vulnérabilité qu'en fait un atout. C'est-à-dire que cette contrainte nous oblige à penser de manière plus fine. Et je crois, on le voit, si on se pose toutes ces questions-là, précisément, c'est parce que la ressource, elle est contrainte. Tout à l'heure, je t'ai vu réagir à un mot que Julien a dit, c'est conciliateur. Bah, la question, elle est double. C'est pourquoi on a besoin d'un conciliateur? C'est-à-dire, pourquoi n'est-on plus capable de se parler? Et d'autre part, pourquoi a-t-on besoin d'un conciliateur extérieur? C'est-à-dire que manifestement, si on n'est plus capable de faire communauté, de faire commun, c'est peut-être qu'il y a un récit commun. Et qui fait la communauté? Est-ce que tout le monde est venu habiter là pour faire un village ou juste pour profiter de la carte postale? Et c'est toujours assez compliqué d'inventer un projet collectif si une partie des membres de la commune, en fait, ne sont pas là pour faire collectif. Et sans doute, un des grands défis, avant même de penser à la reconversion d'un lieu, c'est de savoir qui est prêt à la faire, cette reconversion, et de remonter ses manches, comme tu le disais. Et je crois que le dérèglement climatique est le grand test de la cohésion des communautés avant le dérèglement. C'est-à-dire les communautés qui n'étaient pas soudées, eh bien, on va voir que ce sera pas agréable. En revanche, une communauté qui préexiste relève les manches. Et on voit que ça marche, en fait. Je sais pas où ça va, mais en tout cas, on marche ensemble. Moi, j'entends que vous avez su faire sans conciliateur à l'échelle de la commune, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Le lieu, c'était effectivement la commune qui a fait la conciliation, comme on fait très régulièrement, et avec de plus en plus d'acteurs qui ont des difficultés à voir le commun. Donc effectivement, faut travailler ces échanges pour faire en sorte que, en fait, ce qu'on a fait, en fait, c'est des choses basiques de conciliation. Hein, c'est quoi basique? C'est-à-dire que chacun prend son grand rêve dans son coin, sur ce même endroit, on les partage sur un tas par bas, on compare et on trouve un compromis sur la feuille d'après. Et en fait, donc ça, on l'a fait tout seul parce que c'est notre rôle aussi et c'est pas facile, mais je pense que c'est ça aussi, faire de la politique globalement et faire vivre nos communes. Et ce qui était intéressant, c'est que quand après on a voulu mettre notre place pleine nature, qui était le panneau qui doit décrire comment on gère les usages, en gros, donc nous, ça c'est géré en partenariat avec le Conseil économique du Pays Vaudan, qui a poussé déjà ce genre de choses sur le côté Beldon. Et quand on leur a dit que nous, là, on était prêts à pouvoir le pousser de manière collective en quelques semaines, quelques mois, ils nous ont un peu rigolé en disant, vous vous rendez compte que ce que vous dites, ça sera jamais possible. Dans Beldon, on a mis 3-4 ans. Sauf dans Beldon, ils ont commencé à partir, on va faire une base de nature. Et les chasseurs sont arrivés en disant, mais attendez, c'est quoi ce truc? Et donc, nous, en fait, si vous voulez, c'était l'aboutissement de discussions de 2 ans. Et donc, on l'a sorti en 2 mois. Quand on fait du lien et quand on travaille les choses et que les gens prennent conscience qu'en fait, ils se parlaient pas avant, ils sont pas allés après, donc c'était beaucoup plus facile de coucher sur le papier les choses. On le retrouve aussi dans l'observatoire, hein, vous l'avez évoqué sur ce pilier humain où, en fait, l'idée c'était 2 panels distincts, mais finalement qui racontent une histoire commune, celle des résidents et des principaux et des résidents secondaires, qui font aussi partie qui doivent en tout cas pouvoir donner leur voix sur la gestion des communs. En tout cas, c'est un peu ce que tu dis aussi, je pense, c'est vrai. Bah oui, effectivement, il y a un peu ce duo, des fois on se regarde un peu en chien de faïence entre les anciens habitants et les nouveaux habitants, mais il y a un personnage qu'on oublie souvent, c'est les visiteurs du week-end, les visiteurs de la journée qui habitent Grenoble, Chambéry, Annecy et qui débarquent en fait à 14 août parce qu'il fait super chaud en bas. Et donc il y a aussi cette problématique qu'on ne vivait jamais, qui est une charge touristique d'un coup qui arrive et qui peut brûler un alpage en fait, parce que le sol alpin, c'est quelque chose de très très fragile. Ça met des décennies et des décennies à se composer. Et donc, sans doute, effectivement, être capable d'accueillir ce qu'on appelle aussi ces néo-ruraux, ces nouveaux habitants, qui parfois arrivent avec beaucoup d'idées et très peu de connaissances du territoire. Mais aussi, comment on éduque ces masses urbaines qui, de plus en plus, vont monter pour prendre le frais l'été. Et donc, ça nous pose la question, est-ce que le débat sera, par exemple, si on devient refuge climatique, on parle
toute autre problématique. La question, c'est l'eau, comment on fait avec les déchets, ensuite. Et on sort de la logique même de l'attractivité d'un territoire. On parle de sa survie à cause d'une charge que le territoire pourrait pas supporter, par exemple. C'est une question qui a été posée dans l'Observatoire. À votre avis, quelles seraient les priorités pour un tourisme plus durable dans votre territoire? Et effectivement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui parlent de sensibiliser les visiteurs et les habitants à l'environnement, de savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds et comment ça se passe. La gestion des déchets aussi en fait partie. Alors plus marquante pour les résidents que pour les autres, la gestion des déchets. Mais c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont sorties. Tu voulais réagir, et toi aussi? Oui, bah en fait, t'es allé sur des éléments que je trouvais qu'on n'avait pas évoqués. Et effectivement, on parle beaucoup de dérèglement climatique, de réchauffement climatique comme une contrainte. On n'a plus de neige, comment on va faire? Mais en fait, ça, le pendant, c'est il va faire très chaud, plus chaud. Et donc en fait, les atouts de la montagne, c'est aussi le fait qu'on va avoir des zones de fraîcheur. Et en fait, c'est pas qu'une contrainte. En fait, la charge qui monte dans les stations en février, c'est une charge qu'on a su structurer et gérer. Ce qu'il faut maintenant, c'est penser le coup d'après, c'est-à-dire quels sont, en fait, dans tout ça, en fait, ce sont des atouts, et la montagne aura des atouts, ce sera des zones de fraîcheur. Et à une époque, on servait de la glace pour l'envoyer à Paris, ben là, on va récupérer les Parisiens qui sont à 50 degrés dans leurs appartements, faut qu'ils soient peut-être à 30, s'il fera, parce que là, je sais pas, maintenant, on a des projections, c'est, Météo France a fait des projections de 2030, 2050, on peut se faire n'importe quelle commune, sur Internet, et vous voyez le nombre de jours de canicule. C'est assez dément, donc, en montagne, il va faire bon lieu. Oui, je voulais aussi rajouter, donc, au-delà du fait que, effectivement, enfin, nous, en tout cas, on a vraiment le sentiment en tant que SEM d'être au service du territoire et au service de ses habitants. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit, c'est même inscrit dans nos contrats de DSP. Donc, c'est pour dire à quel point on a à cœur, en tout cas, tous les investissements qui sont menés, ils sont aussi menés dans cette philosophie-là. On parle des vacanciers, mais la SEM, elle a aussi un rôle d'employabilité et en tout cas, quand on parle de territoire, aujourd'hui, nous aussi dans nos missions, l'objectif c'est quand même d'accueillir des gens qui s'installent à l'année sur le territoire et auxquels on peut offrir un emploi à l'année. Et donc ça, c'est vrai que ça fait aussi partie de nos actions, donc réinternaliser un certain nombre de tâches qu'on avait externalisées par le passé, recréer des compétences, garder nos salariés et faire en sorte avec la collectivité qu'ils puissent s'installer sur le territoire. C'est vrai que la collectivité a aussi un rôle, créer de l'habitat permanent, pas forcément que des résidences secondaires. Donc ça, c'est aussi un des rôles, en tout cas de la SEM et de la collectivité aujourd'hui qu'on vit à Anciennes. Alors vous êtes en train déjà de nous donner plein de clés pour imaginer un futur désirable. Là aussi, on les retrouve à la fois dans l'Observatoire du tourisme, ces idées de futur désirable, et bien sûr dans le cahier de tendance qui est un outil prospectif. Alors si on imagine ensemble ce qui pourrait être l'économie de la montagne durable, donc à la fois viable, équilibrée, responsable, attractive, vous avez donné pas mal d'ingrédients déjà, on va continuer là-dedans. Séverin, si on doit regarder dans le passé, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de l'histoire et qui pourrait être les ingrédients pour demain, pour cette montagne durable? L'histoire nous apprend que si les montagnards ne s'emparent pas de leur récit commun, ce sont les autres qui vont écrire à leur place. Et pendant tout le 19e siècle, on a été tenant d'une idée que soit on était des crétins, donc par principe incapables de penser d'une meilleure façon que quelqu'un qui vient d'une ville, déjà. Donc mon savoir a moins de valeur, mon savoir agricole, mon savoir culturel, mon savoir religieux, que sais-je, a moins de valeur. Donc je me tais et puis j'écoute et puis voilà. Même si j'en pense pas plus, pas moins. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on n'y répond pas, le risque, au-delà du fait d'être considéré comme un crétin, et qui, en vrai, parfois affleure de nos jours encore, c'est que, du point de vue des élites urbaines, la montagne a souvent été considérée comme un lieu, une anti-ville, en fait, un anti-lieu pollué, un anti-lieu où je suis asservi, donc j'y suis libre, l'air est sain, et j'y fais ce que je veux, enfin, là-haut. Et le fait d'avoir créé cette vision très philosophique d'une montagne pure, libre, qui est devenue en fait un terrain de jeu du côté du tourisme, fait que beaucoup de gens qui viennent en montagne croient qu'il n'y a pas de civilisation en haut. Ils pensent que c'est un terrain de jeu.
et que les paysans ou les habitants sont des sortes d'acteurs mobiles, une carte postale en 3D, et c'est vrai. Les bergers font partie de ces acteurs, un peu soit à Hollywood. Et donc, le problème, c'est que là, dans le next step qui arrive, qui est que de nouveau, on est face à un grand changement avec les gens dans les villes qui voudraient faire de la montagne autre chose. Alors, on arrête le ski, par exemple, vous avez rien compris, en fait, c'est pas le ski qui compte, passer à autre chose. Ça vient pas d'en haut, en fait, ça vient d'en bas. Et donc, on doit encaisser ce nouveau discours en disant, vous êtes des crétins, pour faire du temps. Et donc, si on ne s'empare pas du récit commun et des projets futurs, d'autres le feront à notre place, c'est certain. Il y a dans les villes des gens qui ont déjà une vision de la montagne. Hein. Voilà. Voilà, vous avez 50 000 lits, pourquoi vous ne logeriez pas des gens l'été, hein. Voilà, faites-le. Donc, l'histoire nous apprend que si les montagnards ne prennent pas en main le récit de leur futur, d'autres le feront à leur place. Merci pour cet apprentissage historique qui peut servir effectivement pour les crétins des Alpes dont tu parles. Je te remercie là aussi. Si on imagine ensemble donc l'économie de la montagne durable, pour vous les ingrédients essentiels. Tu voulais réagir? On a dit surtout les Savoyards. Effectivement, mais le crétin d'Extrême Nord-Est, c'était les Alpes ou c'était juste quelques départements. Voilà, c'était pas à mettre au micro, surtout ici ce soir. Il n'empêche que vous allez garder tous les deux aussi le micro. Pour vous, les ingrédients essentiels pour une montagne durable demain, c'est quoi? Ben moi, je dirais que c'est une montagne co-construite. C'est vraiment le fil conducteur, c'est que la montagne elle sera durable si elle est co-construite avec les gens qui y vivent, avec tous les acteurs du territoire qui finalement sont voilà, c'est un peu l'opposé de ce que tu disais, hein, qui sont les meilleurs à savoir. Parce que chaque territoire est différent, hein, on fera pas la même chose sur chaque territoire, mais voilà, on a tous notre épingle du jeu à tirer, et ça, les réponses elles sont sur le territoire et elles sont pas ailleurs. Donc ça c'est hyper importante. Et une montagne durable, c'est peut-être voilà, on parle toujours effectivement on parle de modèle économique. Bon, à un moment donné, il faudra peut-être se poser des questions, et cette notion de liberté, c'est peut-être une clé. Hein, de se dire que est-ce que demain la montagne restera un espace de liberté finalement où on fait tout ce qu'on veut, où tout est gratuit, tout est accessible? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des modèles à aller chercher ailleurs et de se dire oui, on l'aménage jusqu'à un certain point. Par contre, à partir du moment où elle est aménagée, c'est plus gratuit, et ça contribue à avoir un modèle économique. Mais ces réponses-là, elles sont propres à chaque territoire, et effectivement, il faut réfléchir. Pour moi, une montagne durable, voilà, c'est une montagne qui a son modèle économique, qui est peut-être plus un espace de liberté, et ça doit être co-construit sur chacun de nos territoires. Oui, je pense que la montagne durable, c'est aussi de se dire que il n'y a pas que nous qui sommes impactés par le dérèglement climatique, hein, c'est le monde entier. Il y a des choses, des fois, qui paraissent pas très visibles, mais qui sont très très prégnantes en France. C'est le recul du trait de côte. Il y a toute l'économie touristique estivale au littoral. C'est dans on parle de plusieurs dizaines de centimètres, voire sur des gros volumes d'eau qui vont faire en sorte que il y a des pans entiers de littoraux qui vont disparaître. Et donc, la montagne, elle va aussi avoir des atouts, même vis-à-vis des autres territoires. Donc, il va falloir qu'on se replace, en fait, je pense qu'il va falloir vraiment changer de modèle et réfléchir à quels sont nos atouts et comment les exploiter. Et aujourd'hui, effectivement, l'or blanc fait qu'il y a encore, que ça nous permet encore d'envisager de nombreuses années avec un modèle qui fonctionne. Et en fait, je pense qu'il y a l'économie touristique du littoral. C'est pas un endroit où il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'argent, hein, il y a des flux monstrueux. Ils n'ont pas de remontée mécanique. Donc évidemment, ça me paraît bizarre parce que nous, tout est basé sur la remontée mécanique, mais je pense voilà, moi je suis très confiant pour la montagne durable. Il y a plein d'endroits où ça va être beaucoup moins durable. Merci. Je dirais encore plus de solidarité qu'il n'existe. J'ai été beaucoup touché de ce que tu disais, Julien, que les pisteurs des arcs soient venus vous donner un coup de main, si je me suis pas trompé. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, avec notre ski scolaire, en fait, on a la moitié des enfants qui, en fait, travaillent dans le milieu de la montagne. Moutier, c'est un lycée hyper compliqué avec c'est très qui sélectionne énormément. Il y a quasiment, il y a
un tiers des enfants du plateau qui sont adoptés. Donc en fait, on a des antennes de partout. Donc en fait, les Tueurs des Arts, c'est des habitants du plateau. Vous êtes parti. D'accord. Et donc, au-delà de ça, voir qu'on est capable de faire circuler les hommes, les femmes, les compétences, et la crise, en fait, active ces solidarités-là, aussi faire circuler encore plus les expériences, sans doute, c'est-à-dire sans doute que ne pas se réduire à dire chaque lieu est différent, ce qui en vrai n'est pas vrai, c'est pas vrai. En revanche, il y a des typologies différentes de destin, a priori, peut-être une dizaine, il faudrait faire une sorte de typologie, 15, je ne sais pas, 7, 12, sans doute beaucoup plus de solidarité entre les lieux qui vivent dans un peu la même trajectoire. Et enfin, dernière idée à laquelle je tiens beaucoup et qui est sans doute la plus complexe, c'est réapprendre aussi à faire beaucoup plus circuler les capitaux entre le haut et le bas. C'est-à-dire que les grandes stations de ski qui ont encore du cash devraient apprendre à investir dans des PME, dans le tissu alpin, en vallée, c'est-à-dire investir dans des lieux qui ne dépendent pas du climat, ou mieux, des PME qui bossent pour la résilience climatique. Et plus on sera capable de faire circuler les capitaux, plus on bâtira des Alpes robustes, à mon avis. Merci pour vos témoignages. Il y a peut-être quelques questions dans la salle et si ça vous va, on va en prendre quelques-unes. C'est Pierre-François qui va faire passer le micro. Donc n'hésitez pas à lever la main. Une question, Justice. Ouais, bonsoir. Merci, je me suis régalé à vous entendre et c'est vraiment d'un super niveau et très 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 éclairant. Une question pour Nicolas. La mutation de la station. Quel est le poids des élus dans ce genre de décision? Parce qu'il faut une vision pour aller vers cette mutation de modèle. Le poids des élus, il est assez important, hein, puisque la collectivité reste l'autorité organisatrice de tout ce qu'on mène. Et au final, la SEM, c'est un petit peu la société qui met à exécution toute cette stratégie, cette vision. Aujourd'hui, j'ai plutôt le sentiment que c'est quand même une vision qui est co-construite, qui est partagée. Et j'ai la chance en tout cas d'avoir des élus qui sont quand même dans une vision qui est pas que politique. On n'est pas sur un temps politique, on est vraiment sur une vision de territoire, une vision du développement de long terme, qui ont conscience peut-être aussi des enjeux du changement climatique. C'est peut-être pas le cas partout, mais en tout cas moi sur le territoire dans lequel je suis, j'ai vraiment cette chance-là. Un maire qui est comptable, donc déjà il y a aussi cette vision économique, mais bon, ça peut faire sourire, mais c'est pas forcément le cas de partout. Donc le poids des élus, forcément, c'est quand même eux qui décident. Hein. Les élus, ils représentent aussi, ils ont été élus. Hein. C'est la voix des habitants. Donc mais je pense que voilà, on est vraiment dans une co-construction, dans une gouvernance qui est resserrée. On s'écoute les uns les autres. Voilà, dans l'administration de la SEM, on a aussi des acteurs qui représentent toutes les parties prenantes, à la fois des élus de la commune. On a aussi l'association des commerçants, l'école de ski, un des plus gros hébergeurs du territoire. On a la société aussi qui est gestionnaire du réseau d'eau potable. Voilà, donc déjà c'est assez représentatif finalement du territoire. Et finalement c'est aussi au travers de tous ces administrateurs que les décisions sont prises pour l'avenir du territoire. Si je peux me permettre de compléter, parce que en tant qu'adhérent de 200 Montagne, on est venu visiter la belle station et vous aviez présenté la gouvernance. Et moi, ce qui m'avait marqué, je trouve, pour répondre un peu, peut-être je me trompe, hein, mais par rapport à ce que je vois dans d'autres territoires, notamment le mien, c'est qu'effectivement c'est une scène, mais derrière la scène, il y a le maire et la commune qui fait un peu un tout et qui fait quand même quelque chose de assez simple et qui fonctionne vraiment avec une gouvernance, effectivement, où on pointe vraiment sur les élus de la commune et j'ai trouvé que même si c'était une scène, il y avait une gouvernance assez simple. Et peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'avais perçu en venant vous écouter. Une prochaine question, juste ici. Oui, bonsoir. Déjà, merci pour la qualité des interventions. Ça m'a fait du bien, en fait. Simplement. Société, montagne bashing, tout ce qu'on entend toujours autour de nous.
Là, c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'entre-soi, mais quoi qu'il en soit, il y a un optimisme qui en ressort et ça, c'est vraiment positif et ça fait du bien. Moi, je suis aussi du tout en montagne, passionné de montagne. Je pense qu'ici, il y a tout le monde qui sont passionnés par ce territoire. C'est vrai, je sais pas, vos interventions, c'est top. Et l'histoire, c'est très important. Mais j'ai une question sur le futur et quelle perception vous avez sur l'intelligence artificielle dans tout ça. L'évolution que nous avons avec de nouvelles technologies, où on est capable maintenant de créer de la neige, il n'y en a pas dans les images. Enfin, toute cette intervention artificielle me fait un petit peu peur, cette IA, générative surtout. Ça apporte de la qualité, bien sûr, on évolue tous avec. Aujourd'hui, je m'éclate avec Gemini, super, ça me permet de les rédiger, de voir comment j'écris aujourd'hui. Ça, c'est un plus. En revanche, quelle est votre perception des choses? Comment le passé peut vous permettre aussi de bien veiller et d'être bienveillant vis-à-vis de ce futur, qui est une véritable révolution, je pense. Alors, c'est bon. Bien. Vous avez 1 heure. Non, je pense que dans une horaire aura des choses à dire aussi, je pense. Sur ce sujet-là, sans doute, il sera plus informé que moi sur l'intégration de l'IA dans tous les process, qui sont des vastes et complexes questions dont il faut s'emparer. Et d'autre part, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, face à l'IA en tant que producteur d'IA, de données? Est-ce qu'on a une sorte de souveraineté de la donnée? Est-ce qu'on veut en faire quelque chose dans les Alpes? Est-ce qu'il y a des business à faire? Est-ce que, si on veut aller encore plus loin, est-ce qu'il faut qu'on accueille des data centers en montagne parce qu'il fait plus froid? Enfin, on a tout le pan du business de l'IA, de savoir comment les Alpes peuvent s'en emparer, et je le dis sans rigoler, sachant qu'on a des centrales hydroélectriques qui peuvent les faire tourner. Donc ça, c'est tout un pan de l'IA. En amont et en aval, c'est comment je l'intègre à mes business. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est que la technologie, soit on l'acclimate, l'intègre et on la connaît, soit elle finit par nous dominer. Hein. De toute façon, tôt ou tard, il faudra s'en occuper. De toute façon, on s'en occupe déjà. En vrai, l'IA, ça fait déjà quelques années qu'elle est dans les tubes. Mais peut-être, Denis, vous pourrez en dire un petit mot. Oui, alors l'IA, les algorithmes génératifs, ça fait 20 ans qu'ils existent. Les fameuses courbes G2A qui vous expliquent le 7 octobre comment ça va se passer. D'ailleurs, tout se passe bien, hein, comme on l'avait dit. Ça, on l'appelle de l'IA pour que nos partenaires bancaires soient très rassurés sur les investissements qu'ils font dans nos sociétés. Mais en réalité, ces éléments-là sont simplement, il y a des outils qui ont des capacités de calcul qui sont beaucoup plus puissantes qu'il y a 20 ans. Et donc, on arrive à faire beaucoup plus de choses. Après, effectivement, là où je vous rejoins, c'est plus dans tout ce qui est produit, qui est fake, en images. Alors, des territoires qui sont pas enneigés et qu'on voit enneiger, je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus graves, en fait, qu'il y a un produit, ce qui pourrait être plus inquiétant. Et d'un point de vue industriel, entre guillemets, c'est vrai qu'aujourd'hui, une boîte comme la nôtre, grâce à, on doit avoir, je pense, sous le contrôle de Max, donc 4 ou 5 IA différents, et en fait, elles ont simplement un rôle de générer des relations entre des data et des sujets de façon plus claire. Et par exemple, chez nous, tout ce qui pourrait potentiellement être rédigé avec de l'IA est toujours relu par 3 personnes différentes, parce que la qualité de ce qu'on essaye de faire, c'est que derrière l'IA, il y a de l'humain. C'est pour ça qu'on a des consultants qui sont présents sur les territoires, qui les connaissent parfaitement. Et finalement, ça nous permet de créer plus de relations entre les choses. Mais je suis parfaitement d'accord. Hein, l'IA n'a d'intérêt qu'à partir de... Enfin, l'IA n'est qu'un outil, finalement, qui est un risque pour les feignants, comme tous les outils qui ont existé quand le Minitel a été créé, quand Internet a été créé. C'est un bon truc pour les feignants, en fait. Mais ça mène nulle part, c'est un jouet. Pour les gens qui bossent avec, il faut des spécialistes qui fassent des prompts. Hein. Avant, on faisait des algorithmes, maintenant on fait des prompts, mais on a toujours des gens qui sont experts. Et l'usage qu'on en a, pour qu'il soit vraiment professionnel, est un usage qui est complexe et qui nécessite toujours l'intervention humaine. Les 2 mondes. Donc, on a une question là au milieu. Tout à fait. Juste, je rappelle une petite règle. C'est simplement de vous présenter nom, prénom, structure, carte de crédit, ça. Merci. Donc, Frédérico, Philippe Zernia du Club SIC. Je peux vous en parler, mais c'est trop long. J'ai eu l'impression, en vous écoutant, qu'il y a eu une époque où
On recevait des gens à la montagne et on les écoutait finalement de 9h à 17h en faisant du ski, et le soir, on rappelait que oui, on se posait pas trop de questions à l'époque. Et que maintenant, il y a un champ des possibles qui est gigantesque, quoi, parce qu'on a une activité de santé, de nouveaux espaces de gastronomie, de culture, etc. Et donc, ça donne une voie qui est extrêmement ouverte et vertueuse, en fait, souvent. Donc, je fais ça de manière très positive, cette mutation. Est-ce que vous avez envie de leur poser une question par rapport à ceci? Ou c'était ça, c'était votre témoignage? C'était un témoignage, mais c'était plutôt de faire réagir par rapport à la multiplicité. Vous parliez de co-conception, il y a plein de gens qui sont intéressés au développement de la montagne, qui sont dans le privé, dans le public, dans différentes activités qui peuvent se pays, et c'est encourageant. Bah, aujourd'hui, de toute façon, je pense que effectivement, le multi-activité, enfin, les gens ils viennent plus que pour le ski du matin au soir, hein, donc on est là pour développer, enfin pour qu'ils puissent passer un agréable séjour et pour cela, ben, il faut aller vers le multi-activité. En tout cas, ben, nous c'est véritablement ce qu'on fait hein, quand on parle de resort, c'est du multi-activité. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce que les gens recherchent. Ben, il y a de l'activité, il y a aussi la recherche du calme, se ressourcer. Enfin voilà, il faut faire tout ça sur 360 degrés. Je pense que ça marche, hein. Comme ça a été dit, je pense qu'on est effectivement, on a la chance d'être à un tournant et que, en fait, je pense qu'il y a différents modèles qui peuvent être poussés et qu'aujourd'hui, en fait, c'est très difficile de savoir vers où on va bifurquer. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a de l'économie sur des territoires. Et en fait, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, en fait, c'est se re-questionner sur, en fait, nos territoires, quelles sont nos richesses et comment on les exploite dans un futur qui change. Et en fait, effectivement, avec des visions positives, parce qu'en fait, il y a plein d'endroits dans le monde où il y a beaucoup plus de contraintes que là où on vit. Donc, on a un potentiel encore très important. Et on a la chance d'être en hauteur et l'énergie potentielle, effectivement, on pourra toujours créer de l'énergie. Donc, bon, il y a plein de sujets. Donc, je pourrais dire un peu tout et n'importe quoi, j'arrête, mais c'était pareil, je pense. Merci. On a une question juste ici. Oui, bonjour, Christian Goni, donc ingénierie d'entreprise et Fédération nationale des communes pastorales. Alors, j'ai bien aimé les propos de Séverin. Le cash d'en haut doit aider ceux d'en bas. Alors, connaissant Champsaur et puis Orsières-Merlette, forcément, Orsières-Merlette est en haut, Saint-Léger-les-Mélèzes est en bas. Quel est votre lien entre le haut et le bas et comment le haut peut aider le bas? C'est une très bonne question et c'est un sujet auquel on pense et effectivement on pense que de toute façon voilà il y a un contexte voilà de stations on va dire qui sont un peu plus basses et avec des difficultés qui sont déjà réelles, ce qui est un peu moins notre cas. Pour autant un vacancier qui vient dans le Champsaur, on doit être capable de lui offrir quelque chose et pour ça il faut qu'on raisonne collectivement avec une logique valéenne. Je pense que c'est hyper important. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas encore le cas, mais pourtant nous au sein de notre gouvernance on essaye de tendre des mains aux élus on va dire de la vallée pour qu'il y ait une connexion qui se fasse, parce que il y a des logements dans la vallée, ils ont aussi des forces avec des petites stations-villages qui est pas forcément ce que nous on peut offrir sur Orsières. On est sur une station qui est plus grosse, plus développée et je pense on peut vraiment être complémentaires et c'est vrai que bon aujourd'hui on a quelques produits commerciaux qui nous permettent de faire le lien, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. En tout cas, nous, c'est un sujet qu'on essaye d'amener un petit peu aux élus de la vallée. Alors, c'est pas toujours bien perçu parce que c'est un peu, on est un peu perçu comme on veut tout récupérer là-haut et c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et sur lequel il faut qu'on arrive à trouver des solutions si on veut pas y perdre collectivement. Parce qu'un vacancier qui vient dans ces stations-là et qui est déçu, il reviendra pas dans le Champsaur. Donc il faut vraiment qu'on arrive
à travailler ensemble pour lier tout le territoire. Votre question, elle est double, et on peut y répondre de manière double. Donc, c'est est-ce que une station de montagne, puisque désormais c'est des stations de montagne, ces villages de montagne qu'ils sont devenus, doivent réinvestir dans le tissu local, prendre des parts dans une coopérative, dans une PME qui fait telle ou telle chose. Ça, c'est une première chose, et c'est compliqué, parce que les autres vont dire, mais pourquoi vous nous colonisez? Enfin bref, on sait toutes ces choses-là. Et il y a le deuxième rayon de l'investissement qui est, est-ce que j'extrapole, bien entendu. Hein. Est-ce que Orsia pourrait pas prendre des parts dans le décolletage en Haute-Savoie? C'est ça le step suivant. C'est-à-dire, si la Plagne ou Tignes qui vient de récupérer sa DSP et donc du cash, où va aller ce cash? Est-ce que le cash va dans ce qu'on appelle le CAPEX, est-ce qu'on met de l'argent dans une nouvelle remontée mécanique, ou il n'y aurait pas moyen de mettre 4, 5, 6 millions dans un fonds d'investissement, et ensuite, où est-ce qu'on alloue ce capital? Et donc l'enjeu, c'est la réallocation du capital, et de savoir s'il est totalement efficient de le faire de nouveau dans une remontée mécanique, laquelle, comment, sous quelles conditions, où il ne faut pas un pool de professionnels qui réfléchit où je réalloue ce capital de manière la plus efficiente. Pour que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les descendants bénéficient de ressources qui ne soient pas uniquement liées au ski. Et le ski aura fait la transition avec les capitaux qu'il aura apportés. Et donc, on arrive à ce niveau-là, ce moment de questionnement de réallocation du capital, question qu'on n'aurait pas pensé pouvoir se poser il y a 10 ans, 15 ans, il y a 20 ans. Et c'est une question que certains vont se poser, et à mon avis, vont trouver la réponse, et ça donnera de très beaux exemples. Est-ce qu'il y a une dernière question, juste ici? Alors. Deux questions. Deux questions. Vous, timing, on est grand. Deux questions courtes. Et deux réponses courtes. Ah mince. Ouais, moi, c'est jamais très court. Le tonneau revers du Cluster Montagne. Ça serait plutôt une question en direction de Séverin. Alors, la raison d'être du Cluster Montagne, c'est une montagne vivante et partagée, avec derrière évidemment la notion de durabilité. Au niveau du cluster, c'est une notion très importante et on fait beaucoup de missions de benchmark. Donc on va y aller avec Nicolas, on a fait pas mal de missions ensemble. Je vois pas mal de monde dans cette salle avec lesquels on est allé voir ce qui se passait ailleurs pour s'inspirer, pour justement nous accompagner dans la transition. On va beaucoup dans les pays germaniques, on est beaucoup allé en Suisse, en Autriche, on est allé en Slovaquie. Et en fait, on se dit à chaque fois finalement, comme il faut retenir un ou deux points, ce qui est souvent important, c'est finalement l'attachement des personnes à leur territoire. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, il y a une identité, on a parlé d'attachement tout à l'heure, c'est une notion qui est très forte, qui est très importante. Et cet attachement, effectivement, il fait que les acteurs sont totalement impliqués, totalement concernés, bénéficient des retombées, et c'est quelque chose qui est très important. Et je trouve qu'en France et dans la montagne un peu française, ça nous interpelle parce que cet attachement n'est pas si fort que ça. Parce que le tourisme de montagne, tu le sais, une personne en France, il a quand même été très fortement poussé par l'extérieur. On est venu développer nos montagnes et en France, il y a eu cet exode rural qui fait que nos montagnes ont été désertées assez rapidement alors qu'elles étaient extrêmement peuplées. Hein, l'histoire est là pour nous le rappeler. Et le développement du tourisme de montagne, alors on le sait, dans un pays un peu jacobin, et c'est vrai que je trouve que ça interpelle beaucoup et on se fait beaucoup imposer la vision, comme tu le disais, des autres. Et je pense que c'est un risque aujourd'hui parce que on a développé ce modèle-là et ce modèle-là est bousculé et on nous impose de nouveaux modèles. Et je pense que c'est quelque chose qui est quelque chose de peut vraiment nous interpeller et puis surtout doit nous interpeller et qui doit nous faire réagir. Et par rapport à tout ça, tu parlais des communs. On a parlé des communs, mais des communs dans une culture qui est latine, une culture qui est très individualiste, qui est la nôtre. On en parle beaucoup des communs, c'est vraiment le mot dont tout le monde parle. Et puis finalement, j'ai l'impression que jamais personne n'a été autant dans son silo, dans son domaine. Et est-ce qu'on peut un peu lutter contre sa culture? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut aller contre ce qui est finalement de sa nature? Alors on sait qu'on a les plus belles montagnes du monde et on sait que grâce à ça, on est extrêmement attractif, hein, on est bien placé pour le savoir, et donc on vit sur un capital extraordinaire et on capitalise dessus aujourd'hui et on risque d'en bénéficier bien heureusement pendant de nombreuses années. Mais en même temps, au-delà, l'humain fait la montagne et comment aujourd'hui, on peut changer ce qui finalement fait notre individualité et cet individualisme et notre culture latine. Tu as 10 secondes.
Flashback, 1789, la Révolution française supprime tous les communs. Voilà. Les Suisses, pour partie, en tout cas le Valais, les Grisons, ont encore pour une large partie des communes parallèles à la commune politique, la tienne. Et bien normalement, il devrait y avoir en parallèle une commune qu'on appellerait une bourgeoisie ou un patriciat ou une Bürgergemeinschaft qui a vocation à gérer l'eau, la terre et la forêt. Voilà. Donc depuis la Révolution française, on vit tout simplement avec des communes qui ont tous les pouvoirs fiscaux, terrestres, sur l'eau, sur une sorte de concentration des pouvoirs sur un seul acteur depuis 200 ans. Et sans doute qu'il va falloir réapprendre, en parallèle de ces communes politiques, de recréer des institutions communes, de gestion commune, des biens communs. Par exemple, de l'eau, est-ce que c'est à juste une ou deux personnes? On en a beaucoup parlé, par exemple, avec la CUSA. Est-ce que c'est juste à un pauvre maire courageux qui bosse et son conseil municipal de trancher de telles décisions? Et qu'il est important que les équipes municipales soient plus les seules, en fait, à porter la croix des décisions qui engagent la communauté sur des dizaines d'années. Et je pense qu'il nous manque, c'est précisément une gouvernance beaucoup plus communautaire. Et là, il s'agirait de voir, et sans doute, à mon avis, toi, tu as eu des expériences, c'est-à-dire que les décisions à prendre à venir ne pourront pas reposer uniquement sur une équipe municipale, à mon avis. Merci. On va prendre une dernière question. Mais bonjour, je suis Stéphanius, le tourisme durable, qui a fait l'école de 1989. Oui, non, simplement une question qui regroupe un peu ce qui vient d'être demandé à l'intention de Séverin. C'est un peu l'invasion, effectivement, des week-ends qui, aujourd'hui, à mon sens, fait pas en montagne. Le bassin chambérien, Aix, Annecy, 200 000 habitants, les Bauges, 5 000 habitants en comptant les Vaches. Comment on peut maintenir un équilibre et comment on peut écrire l'image que ce soit pas le discours d'en bas qui s'impose. Alors, on se transforme, comment on perd pas la guerre indienne. Oui. J'ai oublié de préciser, moi, c'est banque cantonale de Neuchâtel, c'est plus intéressant. J'ai noté. Mais après, il faut que les tarifs soient aussi abordables pour tout le monde. Je plaisante. On répond à la question. Pardon. On tombe sur ses pieds comme d'habitude, sur les pieds de la gouvernance comme d'habitude. Il va falloir sans doute, et tu le disais à juste titre, sortir de cette montagne open bar pour tout le monde à une montagne un tout petit peu plus régulée par la gouvernance, c'est-à-dire quels sont les outils dans les mains d'une commune et d'une communauté de communes pour un peu plus réguler l'usage en fait du territoire. Ouais, pour compléter, je pense que en fait aujourd'hui, il faut penser les projets de territoire. Alors, on ne va pas faire un débat sur les communes et Corcom, mais en tout cas, effectivement, de manière globale, avec cette notion de transition et de se dire ce que je mets en place aujourd'hui, c'est comment ça va servir dans 20 ans quand il y aura tous ces personnes-là qui vont monter. En fait, aujourd'hui, il faut que les acteurs des territoires s'emparent de leur destin et des projets de territoire en pensant un futur à moyen terme, sans se laisser imposer les contraintes qui vont nous être imposées. Si vous avez encore des questions, ils sont là pendant ce cocktail dînatoire qui vous est proposé pour poursuivre donc les échanges. Le cahier de tendance, l'Observatoire du tourisme, d'abord. Et le cahier de tendance vous sont proposés également à l'entrée du cocktail dînatoire. Merci en tout cas à tous les trois pour ces éclairages respectifs et cette belle soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.